120% News, on passe à Qui va vous convaincre et on est ensemble jusqu'à 21h. Qui va vous convaincre? C'est votre rendez-vous avec 4 personnalités, 4 points de vue et 90 secondes chrono pour convaincre. Ce soir, nous sommes avec Julie Graziani, éditorialiste politique. Les dîners clandestins, certes, c'est pas bien, mais surtout stop à la délation. Rosa Méziane, présidente du mouvement pour l'émancipation des territoires. Paris crado, le hashtag qui cartonne. Paris saccage. La faute à Hidalgo, on se le demande. Le docteur Ludovic Toro, médecin généraliste et porte-parole du collectif de soignants C19. AstraZeneca, s'il vous plaît, n'ayons pas peur. Et puis Pablo Pillot-Vivien, responsable éditorial chez Regard. Polémique autour de la prise de position de la maire de Poitiers. Elle a raison, dit Pablo, l'avion ne doit plus faire rêver. On va commencer avec les dîners clandestins payants sous les ors d'hôtels particuliers parisiens. Peut-être avec des ministres, et c'est un chef qui régale. Carte à l'appui et une addition à 3 chiffres. Philippe Etchebest, restaurateur étoilé et fermé et fou de colère. Franchement, quelle image on va ressortir de ça, nous les restaurateurs? On s'est battu avec mon groupe de travail pendant des mois pour obtenir des aides. On fait tout aujourd'hui pour essayer et faire en sorte d'avoir des réouvertures rapides et normales, on va dire. Et aujourd'hui, il y a une poignée d'individus qui salissent notre profession, qui n'est pas normale. Et on montre ça aujourd'hui. Il faudrait montrer peut-être en règle générale ceux qui respectent justement ces règles-là, ceux qui défendent tout ça. Et ils sont beaucoup plus nombreux, je peux vous assurer, que ces gens qui font tout et n'importe quoi. Non, c'est lamentable. Je suis vraiment très en colère par rapport à ça. Alors, il est en colère, Philippe Etchebest, et on peut le comprendre. Ces dîners clandestins, on verra, une enquête est en cours, ce qu'il en ressort. Mais surtout, Julie Graziani, ce qui vous embête, c'est les noms qui sont balancés, les visages que l'on peut voir. Et vous dites, pas de délation SVP. Top chrono, 90 secondes pour nous convaincre. Oui Alain, parce que donc vendredi, ça commence. Un reportage en caméra cachée diffusé sur M6 révèle l'existence de restaurants clandestins et il est allégué la présence de ministres. Le pitch du scandale, une caste de privilégiés se croit au-dessus des lois. Et il n'en faut pas plus pour que ça s'enflamme. Finalement, si on déconstruit le scandale, une fois que l'accusateur s'est rétracté, c'était une boutade, il n'y avait pas de ministre. Que reste-t-il? Il reste des dîners qui sont organisés à la frontière de la légalité, en jouant sur la zone grise qui entoure les règles de réception chez soi, ce qui est permis, interdit, toléré. Et on aura l'occasion d'y revenir pour plus de précision dans le débat qui va s'en suivre. Il reste ensuite des comportements d'arrangement avec les restrictions sanitaires qui sont très largement partagés en réalité à tous les niveaux de la population et qui ne sont pas du tout le fait d'une microcaste de privilégiés, comme on peut le dire. Tout le monde manifeste de l'ambivalence en réalité, c'est montré par les études statistiques. On respecte et puis parfois on fait un petit écart. Donc qu'est-ce qui reste au fond du fond pour finir? Il reste des mets de luxe, le prix élevé des agapes et c'est là où ça choque, parce qu'en France, on déclenche à coup sûr une émeute et des révoltes avec des photos de caviar et de champagne. Mais surtout, au-delà des sincères indignations motivées par des soucis sanitaires, il reste la délation et il reste l'esprit de vengeance avec ces hashtags donnez les noms et on veut des démissions. Est-ce que vous êtes d'accord? Place au débat. Pablo? En fait, alors, la délation me pose quand même un petit problème, effectivement. La demande de nom, etc. Elle est problématique. En revanche, dans ce que vous venez de dire, vous avez dit oui, c'est une caste de privilégiés. Mais même si on enlève les ministres, ça reste une caste de privilégiés, ça reste des repas ultra bourgeois. Et vous avez dit oui, il y en a d'autres. En fait, tout le monde organise ça. Non, c'est pas vrai. En fait, les restaurants clandestins, aujourd'hui, c'est des restaurants qui sont des restaurants de bourgeois. Et c'est ça qui est hyper choquant. Non, parce que vous partez dans tous les sens. Je veux qu'on soit précis sur le reproche. Ce qu'on reproche, c'est d'avoir des arrangements avec les restrictions sanitaires, peu importe que ça se passe dans une rave party, dans un restaurant clandestin, chez soi à 15 personnes, ou est-ce que c'est d'être une caste de privilégiés qui peut s'offrir du caviar et du champagne? Qu'est-ce qui vous choque, Pablo? Le problème, c'est que cette caste de privilégiés, a un sentiment de profonde impunité. Ce sont des gens
que je fréquente. Et d'ailleurs, j'en fais dans une certaine mesure partie moi-même. Et parfois, vous n'étiez pas au dîner, là. Comment ? Vous n'étiez pas au non, dîner. Moi, j'ai jamais fait ce genre de choses. Mais en fait, parfois, les gens ont l'impression, parce qu'ils sont bourgeois, qu'ils peuvent s'affranchir de certaines règles. C'est le cas de ces gens-là qui pensent que parce qu'il y a des ministres à la table d'à côté, ou parce qu'il y a des députés, ou parce que de toutes les façons, ils sont entre bourgeois, que la police ne pourra jamais rentrer dans ce type de restaurant. Et ben, je trouve que ce type de sentiment, et c'est ça que le prix du menu renvoie à la gueule de tous les gens. C'est, voilà, on paye un menu 400 €, donc personne ne viendra nous faire chier. Et nous, quand on paye, et les autres, le reste de la France, lorsqu'ils paient des repas à 10 €, à 20 €, bah eux, ils n'ont pas les moyens en fait d'organiser des restaurants clandestins comme Pablo, ça. Qu'est-ce qui vous permet d'affirmer que les gens qui participent à ces restaurants clandestins le font avec un profond sentiment d'impunité? Vous voyez bien qu'ils sont montrés du doigt. Vous avez entendu l'interview du propriétaire, l'interview de Monsieur Chalençon, le propriétaire. Oui, il parle de cette impunité. Non, Il dit mais de toute façon, ne vous inquiétez pas, il ne vous arrivera rien. Les gens dans la caméra cachée de M6, le monsieur qui est à l'entrée dit mais ne vous inquiétez pas, tout se passera bien parce que nous sommes entre nous. C'est ça qu'on voit, des gens qui sont entre eux. Comme on sent de votre part une hostilité vis-à-vis des gens fortunés, il suffit qu'il y en ait un, Monsieur Chalençon en l'espèce, qui joue un peu l'histrion et qui raconte un peu n'importe quoi puisqu'il s'est lui-même rétracté, pour que vous disiez ils ont tous un sentiment d'impunité. Et vous faites litière de tous ces tweets qui donnent des noms, qui donnent des photos, vous faites litière du fait qu'il y ait une enquête en cours. Donc c'est juste pas vrai. Rien ne prouve qu'il y ait eu des ministres. Exactement, rien ne prouve qu'il y ait eu des ministres. Moi, c'est pas les ministres que je pointe du doigt. Et c'est encore moins vrai de sous-entendre qu'il n'y aura pas de conséquences Ludovic Toro, pour ces gens-là. Rosa Méziane, sur cette histoire. Ouais, attention, là on parle bien de ministres, voire de députés. C'est quand même les gens aujourd'hui qui décident de mettre la France sous cloche et plein de mesures. C'est ça que je dis aujourd'hui. Et je veux dire, j'ai été regarder. Rien ne prouve encore qu'ils étaient dans ces dîners. C'est bien pour ça qu'il y a le procureur. Il y a enquête. Il y a une enquête. Mais il y a surtout, j'ai été voir, parce que sur Paris, on peut voir les caméras qui sont placées. Rue Vivienne, il y en a une pas très loin. Et ben, j'espère que le procureur va regarder cette caméra. Il pourra savoir qui est rentré à l'intérieur de cette soirée ce soir-là. Mais quelque part, excusez-moi, l'exemplaire. Alors, peut-être qu'il n'y en a pas. Mais si des fois il venait à y en avoir, excusez-moi de vous dire ça, l'exemplarité, ça prendrait un coup, et la crédibilité du gouvernement. Maintenant, sur ces faits, ces choses-là, évidemment, il ne faut pas le faire. Et ça doit être une totale impunité, quelles que soient les personnes qui sont à l'intérieur. Je vous rappelle que je les ai même vus s'embrasser sans masque. C'est-à-dire qu'on va même au-delà, quoi. Mais ils ont dit ici, à partir d'ici, il n'y a plus de Covid. C'est ce que dit le monsieur à l'entrée de ce restaurant. Sauf que ces gens-là, ils vont peut-être avoir le Covid, ils vont sortir, ils vont le donner à d'autres. Moi, je dis qu'on est responsable, c'est responsable aussi des autres, de la santé des autres. Et ce Covid, la problématique, c'est que vous pouvez l'avoir sans signe et le donner à quelqu'un qui peut en décéder. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas d'impunité. Je ne veux pas prendre le temps de parole de Rose, mais parce que devant la maladie, de toute façon, tout le monde est égaux, ils prennent rigoureusement les mêmes risques. Ça me rappelle cette nouvelle d'Edgar Allan Poe qui s'appelle Le Masque de la Mort Rouge, où justement une caste de privilégiés essaye de se retirer à l'intérieur d'un château avec plusieurs pièces, et finalement la mort les poursuit de pièce en pièce. Pardon pour cet instant littéraire. Rosa Méziane. C'est très joli, très poétique. Moi, je vois quand même la France du piston, la France qui se croit encore une fois au-dessus des privilèges. Au-dessus des doigts, la France des privilèges. Moi, j'ai un peu du mal à croire un Chalençon qui, une fois qu'il se fait prendre la main dans le sac et qui a une enquête qui est diligentée, tout d'un coup, ça devient de l'humour et c'était pas tout à fait vrai. Je crois qu'il faut qu'on arrête. Alors, vous parlez de zones grises. Moi, je suis désolée, mais clubs privés ou pas, on ne se réunit pas. Alors, visiblement, ils étaient parfois 80, 100, voire plus. Il faut balancer les noms ou pas Vous parlez de ces noms balancés, mais vous regardez sur Instagram, sur les comptes du chef et de Chalençon, les gens posaient très tranquillement, se faisaient taguer et avaient un grand sourire. Donc, je crois que c'est pas qu'une fois la polémique est lancée, on commence d'un coup à avoir l'opération parapluie et arrêter. Nous sommes des gentils riches qui mangeons du caviar et moi j'en ai rien à faire d'un menu à 400 € qui visiblement en plus n'avait pas l'air. Mais s'il y a des noms, on doit les donner et ça doit sortir. Désolé, mais si on a demain des noms de ministres, des noms de députés, des gens qui sont en responsabilité, mais bien évidemment qu'il faut les noms d'ailleurs. C'est pas sans attendre l'enquête. Sans attendre l'enquête, Rose. Sans attendre l'enquête. Bah écoutez, l'enquête elle est là pour donner les noms. Qui va les donner visiblement? On connaît aussi les réseaux sociaux et autres. On a vu rien que sur les images, on a vu des acteurs, on a vu des personnalités publiques, on n'a pas vu de politique, mais monsieur s'en vantait, il s'en vantait déjà il y a quelques mois. Il faut comprendre que ces dîners, ça date pas d'hier ou d'il y a 15 jours, ça fait presque plus de 6 mois ou 8 mois que tout à fait tranquillement, d'ailleurs, confinement ou pas, ils ont lieu. Il faut comprendre quand même que ces noms-là, c'est pas moi qui les demande, c'est Bruno Le Maire qui les a demandés lui-même. Écoutez, si monsieur Chalençon a des noms, qu'il les donne. Pardonnez-moi d'avoir écorché son nom. Si monsieur
Chalençon a des noms, qu'il les donne. Donc lui-même, en tant que ministre, réclame des noms. Et donc, nous, petites gens, on devrait ne pas se sentir blessés. Moi, je suis désolée, mais je pense à ces milliers de familles qui sont endeuillées. Je pense à des gens qui sont en totale restriction, qui n'ont pas vu leurs petits-enfants ou très peu. Moi, personnellement, je fais hyper attention, notamment avec mes parents. Et donc, je vois des personnes qui décident de faire un petit club privé. Vous parlez de zone grise, je suis désolée, la loi, elle est très claire. Non, je suis désolée. Non, il n'y a pas d'interdiction écrite, noir sur blanc, légale, législative, votée au Parlement, de dire... Non, simplement, c'est la mise au point de dire... Voilà, la loi dit que vous ne pouvez pas vous réunir à titre de temps. C'est une recommandation. À 200 € le repas, c'est un restaurateur. C'est un restaurant clandestin. Ouais, c'est un clandé. C'est pas les amis. C'est un clandé. Je suis d'accord, on va pas se cacher derrière son petit doigt. Il y a dans tout ça quelque chose qui est à l'évidence frauduleux. Vous avez essayé de nous vendre. Non. Ce que je dis, c'est que quand quelque chose est un peu frauduleux, c'est que ça présente les apparences, je dis bien les apparences de la légalité. Et là, les apparences de la légalité, c'est de jouer sur le côté club privé et c'est de jouer sur l'absence d'un Pablo, il y a une autre chose qui est problématique aussi, c'est que ces gens-là, on va leur coller, si on trouve leur nom, etc., on va leur coller une amende de 135 balles. C'est-à-dire la moitié du prix de leur repas. Non, mais peut-être, j'espère qu'on leur donnera plus. Mais en fait, il faut imaginer ce que ça veut dire, en fait, pour ces gens-là de payer 135 €. Donc, c'est la moitié, encore une fois, d'un de leurs repas, versus ce que, en fait, des gens qui, par exemple, gagnent le SMIC, ou 135 €, c'est un dixième de leur, paye, de leur revenu mensuel. Non, mais, et en fait, ça, il faut le mettre en perspective, en fait. Une bonne idée, parce que moi, je fais pas que critiquer, je propose aussi des idées. Faisons comme en Suisse, avec des amendes qui sont calculées en fonction du revenu de la personne. Alors là, je suis hyper court. Non, mais je pense que ça suffira même pas, parce que vous direz oui, mais ils peuvent se le payer quand même. Donc justement, c'est encore plus ce sentiment d'insécurité. Si on prend un dixième de leur revenu mensuel, je pense qu'ils vont pas être contents. Attention, vous avez fait destitution des biens, de la nationalité française et bannissement. J'ai confiance en la justice, le procureur de la République. J'aurais plus besoin de vous trois. Le procureur de la République a dit mise en danger d'autrui et travail dissimulé. L'enquête va avancer et les noms vont sortir. S'il y a une mise en accusation, on aura les noms de par la justice et j'ai confiance dans ma justice. Mais c'est là où il faut distinguer délation et enquête. Que mais l'enquête est menée, à l'issue d'une enquête. Mais la délation sur les réseaux sociaux, vous voyez bien où ça nous emmène. Parce que sur la, sur la simple base, MeToo a été créé sur les réseaux. Non, mais je suis désolée. Mais à un moment donné, l'affaire Benalla, elle sort comme ça un peu par hasard parce que un jeune journaliste qui n'a pas de carte de presse, qui commence à filmer en fait, t'as Abouas qui commence à filmer une intervention et il se rend compte que c'est quelques mois après un scandale d'État. Avec en plus le gouvernement, que là je trouve pour le coup pas suffisamment ferme, qui commence à dire non, il n'y a pas d'affaire, mais non, c'est pas grave, mais non, il n'était pas policier. Puis on se rend compte au final que tout a été fait de travers depuis le départ. Donc non, je crois qu'on a un devoir quand même de fermeté, d'exemplarité, et on est en train d'envoyer un mauvais message aux Français. On parlera tout à l'heure des vaccins, on peine à convaincre des Français de se vacciner, et puis de l'autre côté, on a des gens la bouche en cœur qui commencent à manger du homard et du caviar comme si de rien n'était. Encore une fois, il faut être sûr que les ministres et les députés étaient vraiment... On peut pas leur jeter l'opprobre sans vraiment avoir en fait de tout cas, il y avait des particuliers. Et ça, c'est le problème de la mécanique de la délation. Parce qu'une fois qu'elle s'emballe, la délation, c'est sans preuve. Que là, on a juste une allégation. Et le fantasme vaut valeur de preuve. Exactement, Alain. Je suis désolée, mais on a quand même des ministres qui ont été atteints du Covid, donc on peut se poser légitimement la question. Je suis désolée. Je dis pas qu'ils y ont participé, mais à un moment donné, on a pendant un an des gens qui se sont restreints, qui sont en souffrance, qui sont au chômage, qui sont dans des difficultés, et on voit, je suis désolée, des ministres qui sont contaminés, une rumeur sur... Ils peuvent être contaminés dans des réunions aussi. Il y a plein de gens qui sont contaminés, Rose, enfin, on n'est pas que contaminés parce qu'on a des comportements délictueux. Je suis d'accord, pour autant, la question est légitime et on est en droit de savoir qui... Rapidement, il y aura une mise en examen de personnes. Il y a un film, il y a des choses. On verra bien qui va sortir après. Mais on ne peut pas s'arrêter là. Il y aura forcément une enquête, une mise en examen. On verra les noms à la fin. Parce qu'il y aura des témoignages. On les voit bien, les gens. On en reconnaît certains même, d'accord. Donc voilà. On va voir ce que vous avez pensé de la prise de position de Julie Graziani. Le dîner a eu lieu. Attention aux fantasmes. Stop à la délation. Docteur Taureau. Stop à la délation. Moi, je dis oui à la justice, oui au témoignage, oui à ce qui est passé. Donc, je te mets un carton rouge parce que c'est pas de la délation, ce sont des faits qui sont avérés. Ah non, mais alors c'est formidable si vous êtes pour la délation maintenant. C'est pas une délation. Pas convaincu.
Pablo. Non, moi je mets un vert. Moi je suis d'accord, mais je rappelle que nous naissons libres et égaux, ça c'est un fait, mais par contre, vraisemblablement pas les... Mais ne balançons pas les noms comme ça via les réseaux sociaux. Rosa Méziane. Non, je suis désolée, barbecue à Saint-Denis ou repas au caviar en plein cœur de Paris, même combat, la règle est la même pour tous. Ah oui. Donc, donc s'il y a les noms qui doivent sortir, qu'ils sortent. Qu'ils sortent. D'accord. On sort pas les noms des gens qui sont inconnus parce que ça n'intéresse personne. Je suis pas la seule. La vaccination. Venons-y maintenant, après la prise de position de Julie Graziani, la vaccination qui continue de s'amplifier. Demande à 7 hôpitaux militaires qui vont être mis à contribution, mais il reste un souci dans tout ce processus, dans toute cette stratégie, il s'appelle AstraZeneca. La méfiance d'une partie des Français qui les pousse même à annuler des rendez-vous, c'est ce qu'on a vu dans le nord de la France, du côté du Pas-de-Calais, et pourtant il faut continuer de faire confiance. C'est le professeur Gaudry. Alors attendez, j'ai fait... c'était bien ça, pardon, on est bien sur le vaccin. Je me retourne vers la régie, parce que là j'ai enchaîné avec les... Pardon, je me suis trompé, j'ai inversé mes feuilles. Hop, on revient, j'espère, désolé, je ne vous ai pas convaincu sur ce coup-là, mais c'est passé. Donc, on est sur la propreté de Paris. Ce week-end est apparu sur les réseaux sociaux un mot-clé, un hashtag Paris saccage, avec des photos de la dégradation de la propreté dans la capitale. La mairie y voit une campagne de dénigrement, alors que les Parisiens constatent. Exemple, cette habitante du quartier Montparnasse, sa ville, elle ne la reconnaît plus. J'ai honte en fait, j'ai vraiment honte de ma ville et je me dis heureusement qu'il n'y a pas de touristes en ce moment parce que ça me fait de la peine quand je repense au très beau mobilier qu'on avait il y a quelques années. Les blocs de béton, alors moi je ne comprends pas du tout leur utilité, je ne sais pas à quoi ils servent, donc peut-être qu'ils ont une mission, une vocation à être là, je ne sais pas. Je pense que l'objectif très louable de mettre des pistes cyclables en place peut-être se fait trop rapidement et que du coup on est obligé d'installer plein de solutions provisoires et que Paris est une solution provisoire entière, à elle toute seule. Voilà le témoignage de cet habitant. Donc Paris devient un crado. Est-ce la faute d'Anne Hidalgo? Top chrono, Rosa Méziane. Alors j'ai une admiration depuis toute jeune pour Paris, sa beauté, son architecture, ses cafés, ses musées, ses théâtres, ses lieux mythiques et historiques. On a presque l'impression d'une carte postale, sauf que la carte postale aujourd'hui elle n'existe plus. On a tout simplement saccagé notre ville. Alors je dis notre ville, bien que je n'habite pas Paris, tout simplement parce que la capitale appartient tant aux Parisiens, aux banlieusards, aux provinciaux, bref à tout le monde. C'est Fabrice Lucchini qui disait il y a quelques jours Paris est d'une sublime saleté. Alors c'est joli et poétique. Moi je dirais que Paris est tout simplement dégueulasse. Lorsqu'on voit ces ordures partout, lorsqu'on voit ces déchetteries sauvages, les chaussées défoncées, ce mobilier urbain moche et ridicule, comme par exemple ces bancs publics qui sont faits de cagettes ou de troncs d'arbres tout simplement posés, lorsqu'on voit ces urinoirs également en pleine rue, parce que messieurs ne sont pas capables de se retenir ou d'aller dans des toilettes publiques, lorsqu'on voit ces plots jaunes immondes qui sont censés délimiter nos pistes cyclables, lorsqu'on voit également ces tags partout qu'on fait passer pour du street art, ou alors les rats qui ont élu domicile, parce que bientôt presque ils pourront aller voter. Et je ne vous parle pas non plus de la colline du Crac dans le 18e, sinon je crois que je finirais par m'énerver. Alors oui, on le comprend, tout ça, ça ne mène à rien. Bien évidemment, Reine Hidalgo nous explique qu'aujourd'hui c'est de la faute des Français, c'est de la faute des Parisiens. Non, je suis désolée, je crois qu'il faut à un moment donné dépasser les clivages, tout simplement nous concentrer sur les réalités, créer une police municipale, essayer de recruter des véritables architectes urbains, bref, faire le boulot de maire. Monsieur Pablo. Moi, place au débat. Non, mais honnêtement, j'en ai marre du Hidalgo bashing. Enfin, les gens passent leur temps en fait à taper sur Anne Hidalgo. Anne Hidalgo n'est pas responsable, ne vous en déplaise à beaucoup de tous les maux de la terre. Non, effectivement, elle est maire. Elle est maire. Non, mais il y a quelque chose dont tu n'as pas parlé, Rose. C'est le travail des éboueurs. Les éboueurs, je rappelle que pendant le premier confinement, ils étaient applaudis à égalité avec les soignants parce qu'ils ont continué à travailler malgré le Covid. Et aujourd'hui, on leur dit, on prend des photos. Les gens sont là avec leur téléphone portable à prendre des photos de poubelles qui débordent avant leur passage, parce qu'ils l'ont dit, hein, ils ont fait un communiqué de presse officiel, ils ont dit voilà, eux ils trouvent ça dégueulasse parce que les photos elles sont prises juste avant leur passage. Effectivement, juste avant le passage des éboueurs, l'éboueur n'est pas passé. C'est un truisme absolu. Et les urinoirs, et les plots jaunes. Il y a un problème. Non mais il y a un problème. Il y a un problème de n'importe quelle autre ville, le maire se ferait, mais vraiment. Il y a un problème de saleté dans une capitale
capitale comme Paris, mais comme dans toutes les capitales à peu près. Donc c'est un problème de comportement et de civisme, Pablo, plus. C'est un problème de comportement et de civisme, c'est un problème aussi de comment est-ce qu'on gère... Attendez, c'est un problème de comment est-ce qu'on gère aussi le tourisme, les touristes, le flot de touristes. Paris est la première... C'est toujours aussi crade, hein, je suis désolée. Mais on peut accuser les touristes. Il y a aussi moins d'éboueurs qui travaillent à cause du Covid. Et donc, par exemple. Non mais et donc du coup, donc c'est pas le rôle. Donc c'est pas le rôle du maire. Non mais attendez, c'est pas ça depuis 6 mois. Non mais c'est pas ça depuis 6 mois. L'année dernière, on avait exactement les mêmes constats. Enfin, je suis désolée, pardonne-moi, Pablo. Mais en fait, l'année dernière, c'était la même chose. C'était il y a 100 ans la même chose. C'est toujours la même chose. On retrouve. Il y a qu'à lire Zola, Paris, tout le monde. Il y a toujours des bourgeois pour trouver que Paris est sale. Finalement, c'est un baron qui a fait Paris propre. C'était le baron Haussmann. C'est ça, en pétant tout et en créant des espèces de routes pour que les militaires arrivent. Je sais pas si c'est ce qu'on veut pour Paris. Moi, c'est pas ce que je veux pour Paris. Paris est une ville qui vit. Donc oui, Paris parfois. Moi, comme quand je fais une soirée chez moi, et ben c'est un peu sale. Et donc après, il faut nettoyer. Mais je nettoie, exactement. Tu as le droit de te satisfaire de Paris sale et crado. Moi, perso, c'est pas mon truc. Je suis désolée, mais quand on manque de civilité, quand tu as... tout simplement, pourquoi c'est dogmatique? Pourquoi on n'aurait pas de police municipale? Parce que la police municipale est là pour lutter contre les incivilités, justement. Aujourd'hui, on a un sentiment d'impunité. On a le sentiment qu'on peut tout jeter, tout faire dans Paris sans qu'il y ait aucune incidence. Donc ça, c'est de la responsabilité de la mairie aussi de faire respecter l'ordre et le propre. Non, mais il suffit pas d'être aux commandes et de dire moi, je peux rien faire, c'est les Parisiens. 5000 éboueurs, 280 égoutiers qui sont mobilisés tous les jours dans Paris. 3000 tonnes de déchets récoltés par jour. Alors, Julie Graziani, est-ce que c'est Paris crado, la faute d'Hidalgo? Le fait est que Paris est une ville qui est réputée moins propre qu'avant l'ère Hidalgo. Donc, il s'est bien passé quelque chose. Rentrer dans le détail des facteurs, c'est certainement assez compliqué. Mais à partir du moment où la maire de Paris est responsable de sa ville d'une manière générale, il lui incombe de trouver les méthodes pour que la ville reste propre. J'imagine qu'il y a aussi un élément qui nous frappe, c'est la présence des bidonvilles qui n'existaient pas avant et qui se sont développés dans le nord de Paris. Et ça c'est terrible en termes d'image pour la France. Une ville capitale qui devient... Oui, certainement. Pas que pour l'image de la France. Non, mais je pense qu'on va s'entendre sur le fait que des bidonvilles, c'est terrible pour tout le monde. Bien sûr, pour ceux qui sont dedans, pour ceux qui sont hors de... Enfin, leur simple existence est terrible. Bon, mais en tout cas, ça donne le sentiment d'une dégradation de la situation générale et propreté qui alors, est-ce que c'est la faute de la mairie? Mais alors, en vain, je me suis posé aussi la question de savoir, au fond, qui s'occupe de la propreté? Et j'ai quand même vu que c'était de la compétence des mairies d'arrondissement. Alors, que font aussi les mairies d'arrondissement à ce moment-là? Toutes les mairies d'arrondissement ne sont pas non plus... à la main d'Anne Hidalgo, certaines sont tenues par des... C'est pas arrondissement, mais il y a une mairie centrale, c'est elle qui gère. Et mais il y a des arrondissements qui sont gérés publics, des arrondissements qui sont gérés privés aussi, donc c'est pas très clair ça. Ludovic Toro. Alors, Paris crado, la faute d'Hidalgo. Vous savez, moi je suis maire d'une commune qui s'appelle Coubron, et je dirais Coubron-Crado, la faute à Taureau. En fait, c'est tout le temps la responsabilité du maire. Quoi que vous fassiez, quoi qu'il se passe dans une ville, quand ça va pas, quand il y a des saletés, c'est à cause du maire parce qu'il fait pas bien. Ça, c'est une chose certaine. Par contre, c'est indéniable. D'ailleurs, les touristes nous le disent, ils trouvent notre ville de plus en plus sale. Ça, c'est une certitude. Aujourd'hui, il y a plus, quelque part, de rats que d'habitants. Et la présence du rat prouve quand même qu'il y a un problème quand même de propreté. Alors, Madame Hidalgo, j'ai bien vu, elle veut mettre 1 milliard bientôt dans la propreté avec un budget total de 11 milliards. Là, elle est à 600 millions, d'accord? Mais je vous dis, il y a aussi le problème d'incivisme, comme qu'il faut dire, d'accord? Mais là, je vous dis, c'est la faute du maire. Partout, c'est la faute du maire. Donc, c'est le maire qui doit assumer tout ça. Mais aussi, il faut que les gens soient propres. Et ça, on a un peu de mal parce que les gens pensent que c'est toujours l'autre qui doit ramasser. Mais qu'est-ce qui fait que dans d'autres villes, ça se passe bien? Ah non, attends, moi dans ma ville ça se passe bien. J'ai dit Coubron, Crado, la faute à Taureau. Qu'est-ce qui fait que non mais Taureau sur le coup, il veut pas accabler un maire parce qu'il l'est aussi. Donc là, là il a l'attitude de centriste, donc il est là. Je sais pas. Si votre ville était à l'image de Paris, on viendrait vous demander des choses. Non, écoutez-moi, c'est la faute de la maire de Madame Hidalgo, c'est clair, parce que c'est pas son premier mandat et ça fait longtemps qu'elle est là. Si je puis me permettre, Anne Hidalgo, elle a été réélue au mois de juin dernier et elle a été réélue de façon écrasante. Elle a fait un score, elle a écrasé ses concurrents. Donc ça veut peut-être dire que les Parisiens, les habitants sont pas contents de la tâcher. Les Parisiens ne trouvent pas que Paris est aussi crado que vous le dites depuis tout à l'heure. Il y a des maires d'arrondissement qui sont pas forcément avec Hidalgo. Il y a aussi chaque maire a sa position politique. Mais je dis aujourd'hui que cette ville, disons que c'est pas nous qui regardons, mais l'Europe et les touristes, ils ont bien dit que c'était la ville sale dans l'Europe. C'est clair, ils le disent à chaque fois. Et on le voit bien. Est-ce que ça s'est amélioré? Regarde-moi Pablo. Est-ce qu'en 10 ans, la propreté à Paris s'est améliorée?
En fait, j'en sais rien. Moi, de toute façon, il y a des gens qui sont trop petits pour le savoir. Ça, c'est la première chose. Attends. Mais moi, ce qui m'énerve, c'est qu'on dit la même chose. On dit sur Paris, on le dit aussi sur Marseille. Moi, j'entends beaucoup de gens qui disent Marseille, c'est une ville sale. Mais en fait, Paris comme Marseille sont des villes. Est-ce que ça s'est amélioré, C'est des villes où les gens, oui, ça s'est amélioré. Mais améliorer. C'est important la propreté. Mais ça veut dire quoi, ce sont des villes qui vivent? C'est ce que tu vois dans la rue, quand tu vois qu'il y a des poubelles par terre, tu vois qu'il y a des papiers. Il y a deux doigts de discuter avec des rats tellement ils sont immenses, je suis désolée, mais ça reste un indicateur assez probant. Bah oui. Tu trouves ça joli tous ces plots jaunes un peu partout dans Paris? Ça c'est un problème esthétique, ça n'a rien à voir. Ah oui, mais ça on l'a dit. Attends, on a des bancs publics qui sont des troncs d'arbres brossés, qui sont des cageettes. Enfin, on a l'impression que tu mélanges tout, tu mélanges la propreté, l'esthétisme du mobilier urbain. Non, mais ce que je veux dire, Rose, c'est que c'est un tout dans la logique, quoi, en fait. Non, mais ça, j'allais dire, parce que dans le hashtag Saccage Paris, en fait, on s'est rendu compte très vite qu'il n'y avait pas seulement le problème de la propreté, mais aussi d'une manière générale des choix esthétiques qui déplaisaient et qui étaient jugés moches. Moi, je les trouve moches, mais apparemment, il y a plein de gens qui trouvent ça génial. Exactement. Il y a des jurys, et au bout d'un moment, c'est aussi une décision politique. Essayer de planter des framboises autour des arbres où partout les animaux vont pisser. Non, mais enfin, faut arrêter. À un moment donné, on a des choix politiques qui sont réalisés que je trouve mauvais et que beaucoup, parce que visiblement, il y a eu 20 000 tweets de gens qui s'avère qu'Anne Hidalgo a été réélue il y a moins d'un an. Non, mais ce qui est intéressant, alors attendez, si vous le permettez, ce qui est intéressant, c'est lorsque ce hashtag est sorti, Paris Saccage, derrière, la mairie a dit c'est de l'instrumentalisation politique en dénonçant le hashtag plutôt que de voir que derrière ce hashtag aussi il y avait des centaines, voire des milliers de Parisiens qui disaient voilà, ça ne va pas. Donc, on dénonce le hashtag plutôt que de réagir en disant voilà ce que l'on peut faire pour améliorer dans les jours qui viennent. Donc en disant oui c'est l'extrême droite qui est derrière, il ne me semble pas que Rosa Méziane soit d'extrême droite, mais on ne répond pas au fond du problème. Je ne vis pas à Paris, mais je l'ai dit tout à l'heure, Paris appartient à tout le monde. Mais je suis désolée, moi quand je vais me balader à Paris, il y a des choses qui me semblent choquantes. Le 18e, la colline du Crac, la mairie n'a rien fait pendant des mois et des mois, alors qu'on a alerté pour des questions sanitaires, pour les riverains qui n'en peuvent plus de vivre dans ce quartier. Enfin rien n'a été fait. Et puis c'est quand même je suis désolée, on ne peut pas faire comme si elle a été réélue, donc personne ne critique. Ça vaut pour Macron dans ces cas-là, alors qu'on ne cesse de le critiquer sur sa politique. Enfin, c'est quelque chose quand même. Alors, on est tous ici des amoureux de la démocratie. Si on a plus de droit et de la propreté, si on n'est pas capable de dire stop, là ça ne va pas, il faut réagir, très bien, on doit attendre 5 ans et que les choses bougent. Mais moi, je préfère quand même dénoncer les choses. C'est quand même un paradoxe épouvantable qu'une mairie en grande partie tenue par des Verts se retrouve aux prises avec une mauvaise image en termes de propreté. On y va pour le résultat de cette discussion enflammée. Voyons ce que vous en avez pensé. Alors, la prise de position de Rosa Méziane ce soir, c'est Paris Crado, la faute d'Anne Hidalgo. Julie Graziani. Oui, un vert pour moi, parce qu'on connaît la volonté politique farouche dont Anne Hidalgo sait faire preuve quand les sujets lui tiennent à cœur. Donc s'il n'y a pas d'avancée ou d'amélioration sur ce sujet-là, c'est manifestement que ce n'est pas en tête de liste de ses priorités. Docteur Taureau. Vert pour 2 raisons. La première chose, c'est vrai que c'est la maire qui est responsable de la propreté de ce qui se passe dans sa ville. Elle a été réélue, comme vous le dites. Deuxième chose, je suis désolé, depuis 10 ans, la propreté sur la ville de Paris ne s'améliore pas. C'est clair, tout le monde le dit. Donc à partir de là, elle a été maire, elle aurait dû améliorer. La responsabilité du maire. Pablo. Moi, un rouge, je suis pas d'accord. Enfin, Paris n'est pas une carte postale. Paris est une ville dans laquelle on vit et nécessairement, parfois, oui, elle est un peu sale, mais il y a des gens qui sont là aussi pour la rendre plus propre. Et moi, d'ailleurs, je la trouve très propre cette ville. C'est quand même une victoire, une victoire 2-1. Dans aucune ville. On va finir par penser que Pablo habite dans un quartier avec une caste de privilégiés. Une victoire 2-1 pour Rose Améziane. Victoire 2-1. La vaccination, ça y est, on y vient. Elle continue de s'amplifier. Demain, 7 hôpitaux militaires seront mis à contribution. Reste toujours un souci, AstraZeneca. Il provoque toujours la méfiance d'une partie des Français. Ça les pousse d'ailleurs à annuler certains rendez-vous. Le professeur Gaudry du service réanimation à Avicenne, Bobigny, Seine-Saint-Denis, on parle de thrombose. La faute à l'AstraZeneca, non, dit-il, ça existait avant. Les thromboses atypiques dont on parle, ce n'est pas une maladie qui a été découverte ces dernières semaines. C'est quelque chose qui est fréquent, qu'on croise fréquemment à l'hôpital, en tout cas dans les secteurs qui s'occupent de certains malades, notamment en neurologie. Et donc, ça existait avant le vaccin, ça existera après le vaccin. Et donc, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que ces 12 cas sur 2,6 millions de personnes qui ont reçu le vaccin, est-ce qu'ils sont la conséquence du vaccin ou est-ce que c'est juste des cas qui arrivent comme on arrive d'habitude. Et sachez que le risque est
je ne vais même pas dire minimal ou exceptionnel, c'est infinitésimal. Oui, mais voilà, la méfiance est là et bien là. Ne doutons pas, Dr Taureau, 90 secondes pour convaincre, c'est parti, top chrono. Nous ne pouvons pas douter. Je vais vous rappeler quelque chose. Pour que cette pandémie s'arrête, il faut qu'il y ait une immunité collective de 80%. Aujourd'hui, on est à 20%. 13% de la population qui s'est fait vacciner, 7% qui a eu la Covid. On est à 20%, on doit arriver à 80%. Si on freine un tout petit peu, et AstraZeneca va représenter un quart des livraisons dans les 3 mois qui viennent, on arrivera à une catastrophe sanitaire où on va déplacer et surtout, il y aura encore l'arrivée de nouveaux variants ou alors peut-être que les vaccins sont pas efficaces. Qu'est-ce qui se passe sur ça? Il n'a pas de chance. D'ailleurs, il s'appelle maintenant Vaxzevria. Je pense que c'est une erreur monumentale d'avoir changé son nom parce que ça va attirer une certaine méfiance. Pourquoi on change de nom alors que le vaccin, c'est AstraZeneca? Il y a eu 16 décès sur 20 millions de personnes. Il y a eu 16 décès sur 20 millions de personnes. Comme le disait mon collègue, c'est clair que c'est nettement en deçà des 50 000 à 100 000 accidents thromboemboliques qu'on a en France. Prise de pilule, c'est 100 fois plus de risque que d'accidents thromboemboliques. Est-ce que pour ça, les 6 millions de femmes qui le prennent s'arrêtent? Non, il y a le risque et bénéfice. En effet, il semble qu'en effet, par rapport à ça, par rapport à ce vaccin, ça donnerait un problème sur la coagulation et il y aurait quelques accidents thromboemboliques. Mais je vous le répète, 16 sur 20 millions. Si on venait à arrêter aujourd'hui cette vaccination, on se retrouverait vraiment dans une catastrophe sanitaire où là, il n'y aurait pas le 15 avril, le 15 mai, le 15 juin. On irait beaucoup plus loin. Alors c'est vrai que certains pays ont un peu varié. Certains l'ont interdit, certains l'ont mis à 65 ans, l'autre à 55. Mais c'est vrai, ce qui est bizarre, c'est qu'au début, on nous disait, il ne faut pas le donner aux personnes âgées et maintenant, il ne faut pas le donner aux plus jeunes. Donc c'est vrai que ça crée, en termes de contamination, une catastrophe, mais j'incite tous mes collègues à arrêter de dire que ce vaccin pourrait être dangereux. Il est vraiment, et il va nous sauver. Donc, je vous rappelle que bientôt, il y aura 100 000 morts en France. Voilà, ne nous inquiétons pas, ne doutons pas. D'accord avec ça, Pablo? Ouais. En fait, ce que je vois avec l'AstraZeneca, c'est un gros foirage de la communication, à la fois de la communication gouvernementale. Il y a peut-être aussi la place des médias qui a réinterrogé, parce que quand je vois les articles qui disent voilà une morte d'une thrombose à tel endroit en Europe, c'est peut-être ce sensationnalisme de médiatique est peut-être un peu problématique pour précisément la confiance dans ce vaccin. Après, il y a aussi une autre chose, c'est que on entend pas mal de gens de notre gouvernement, à la fois le Premier ministre, le Président, le ministre de la Santé, nous dire des choses qu'en fait, on ne vit pas vraiment. C'est-à-dire qu'ils nous disent, oui, les doses sont là, vous inquiétez pas, vous pouvez vous inscrire sur Doctolib, je ne sais où, et vous allez voir, tout va bien se passer. Et après, nous, on va sur Doctolib et on peut pas inscrire nos grands-parents. Donc moi, quand je vois ça, et qu'après, j'entends les mêmes personnes me dire que AstraZeneca, il n'y a pas de problème, j'ai comme un doute en fait sur la totalité en fait de ce qu'ils disent, de leurs assertions. Pas blablo. Je pense qu'il va y avoir un problème sur AstraZeneca parce que les gens vont avoir la défiance. Donc je dis au gouvernement très clairement, donnez-nous un médecin généraliste, l'AstraZeneca, on en parlera. Vous savez quoi? Ça fait 3 semaines que j'ai même pas un flacon d'AstraZeneca et j'en aurai un flacon la semaine prochaine. Je le dis à chaque fois, mais à un moment, il faut se réveiller. Nous, les généralistes, avec les personnes qui nous font confiance, parce que moi j'ai 120 personnes que je dois vacciner, je vais les convaincre. Qui attendent donc. Qui attendent donc. Ils attendent tous 120. Si vous me donnez les 10 flacons, j'ai même écrit à l'ARS en disant, voilà, j'ai demandé à tous les habitants de ma ville, ceux qui voulaient se faire vacciner à partir de 50 ans. J'ai eu 250 réponses. On me file les 25 flacons, je vous vaccine la ville en l'espace. Il faut donner au local la possibilité de vacciner, notamment l'AstraZeneca pour les médecins, les infirmiers, les pharmaciens. Par rapport à ce que disait Pablo, rappelons que ce sont l'Allemagne, la Norvège, qui après un cas, là c'est pas les médias, c'est un État qui a dit on suspend. Et la France a suivi, effectivement. Non mais ce que je veux dire, c'est que ça a été une décision étatique, de gouvernement, qui a dit on prend la précaution, parce qu'il y a derrière, on sait qu'il y a aussi de la pression populaire et qu'on gère le risque pénal aussi si jamais il se passe quoi que ce soit, Julie Graziani. C'est pour ça que l'histoire d'une mauvaise communication autour de ce vaccin a bon dos. En réalité, ce que j'entends de Ludovic Taureau, c'est qu'effectivement, il a des défauts plus que ses concurrents en tout cas, mais en gros, on n'a pas les moyens de s'en passer pour des raisons de quantité, parce qu'il nous faut les doses, et que quitte à avoir les doses, on se rabat sur le AstraZeneca. Mais il n'y a pas eu que... Et on a entendu des médecins aussi dire je vais attendre un peu. On a entendu pendant très longtemps qu'il y avait un taux d'efficacité plus faible. Aujourd'hui encore, quand vous allez sur Internet regarder les dates du calendrier de vaccination, on vous précise à chaque fois les vaccins, et à chaque fois qu'il y a écrit AstraZeneca, il y a écrit à côté déconseillé aux moins de 55 ans. Forcément, ça refroidit. En tout cas, le kidam qui ne comprend pas pourquoi c'est déconseillé se dit c'est pas terrible. Et enfin, les effets secondaires d'AstraZeneca sont bien supérieurs à ceux des autres. Ça a aussi été démontré. Donc bon, on va pas faire preuve de trop d'enthousiasme non plus. En tout cas, si on va avoir des doses d'autres vaccins, AstraZeneca, sans doute, va se faire talonner. Docteur Taureau, Rosa Méziane. C'est normal.
Alors, AstraZeneca, on le sait depuis le début, ça donne une réaction immunitaire beaucoup plus forte chez les plus jeunes. D'ailleurs, c'est pour ça que les infirmiers, les pompiers arrêtaient de le faire, parce que pendant 2 jours, c'est sur le dos. D'accord ? C'est pour ça qu'on met aux plus âgés. Mais il n'y a que ça comme effet secondaire. On ne peut pas dire aujourd'hui, vu le nombre de 16 sur 20 millions, que c'est un effet secondaire qui pourrait empêcher la vaccination. En effet, chez le plus jeune, ça secoue un peu plus que le Pfizer et l'ARN. Mais rappelez-vous, au début, personne ne voulait l'ARN. Et maintenant, tout le monde en veut. Sauf que celui qui va arriver, le Johnson & Johnson, c'est le même type que vaccin que l'AstraZeneca. Hein. C'est fabriqué pareil. Une seule dose. Avec une seule dose, soit avec une immunité un peu plus faible quand même, d'accord ? Faut le rappeler. Mais quelque part, si on se retrouve avec les mêmes doutes, avec un vaccin qui est fait à peu près de la même façon, qu'est-ce qui nous reste ? C'est fini. Donc maintenant, je vous le dis, 16 décès pour 20 millions de personnes vaccinées, il y a même besoin de discuter. Allez-y, allez-y. Rosa Méziane. Les autres, ils les ont pas eu. Au tout début de l'arrivée du vaccin, je pouvais entendre et je comprenais d'ailleurs ces Français qui avaient des réticences, des doutes, des questionnements parce qu'on avait le sentiment que le vaccin est arrivé très vite et il a fallu rassurer, expliquer qu'au final, un certain nombre de chercheurs travaillaient déjà sur ces solutions. Mais passé ce temps d'incertitude, je suis désolée, on a eu en plus toute la communication du gouvernement qui était mauvaise. On a suivi l'Allemagne. Moi, je pense que c'était une erreur parce que du coup, on a dit c'est OK 48 heures après. Honnêtement, on a plutôt tendance à retenir les mauvaises informations que le feu vert. Et on se retrouve aujourd'hui avec une campagne sanitaire qui ressemble pas d'ailleurs à une campagne sanitaire où les médecins généralistes n'ont pas la possibilité de vacciner. Alors là, on fait appel aux militaires, très bien. Mais on sent que tout ça a mis du temps. Aujourd'hui, je crois qu'il faut arrêter que les Français se prennent pour des chercheurs et des médecins, d'accord ? Si on s'amuse à lire... Donc ils doivent juste écouter les médecins qui leur disent « Allez-y, faites-vous vacciner ». Je suis désolée, mais si à chaque fois que vous preniez votre pilule, vous preniez vos antalgiques ou n'importe quel médecin... oui, pour toi, la pilule, ça ne te concerne pas. Non. Mais que vous preniez n'importe quel médicament et que vous lisiez la notice, vous verriez les effets secondaires qui sont dingues. Donc, à un moment donné, il faut juste raison garder, écouter les professionnels, écouter son médecin généraliste et commencer à vacciner. Et ce message, je l'adresse également... Sauf qu'il n'y a pas unanimité. Il n'y a pas unanimité même entre les professionnels de santé, Rosa Méziane. Peu importe, franchement, se retrouver à 75 ans avec le Covid, en réanimation, avec des appareils parce que tu es en insuffisance respiratoire, ou alors avoir un vaccin qui peut-être est un petit peu moins efficace que les autres. Enfin, je suis désolée, il n'y a pas photo. Et je le dis d'autant plus que j'essaye de convaincre mon papa qui est en train de regarder, qui a 75 ans et qui se laisse abreuver par n'importe quelle information et qui explique qu'il veut attendre le Pfizer. Donc je le dis, oui, à partir du moment où on est âgé et qu'on a des risques, on se vaccine. Donc papa, quel que soit le vaccin qui arrive. Il y a Pablo. un truc qui m'étonne, moi, de la part des néolibéraux en fait qui nous gouvernent, c'est qu'ils sont censés quand même être spécialistes en fait des règles de concurrence, des règles de marché, et ils savent très bien en fait que lorsqu'il y a un produit qui est meilleur que les autres, là en l'espèce c'est le Pfizer. Le Pfizer, il a un pourcentage de réussite qui est vachement plus élevé que les autres. Il y a un peu moins d'effets secondaires. Il est pour tout le monde. Et ben les gens nécessairement, c'est normal en fait que les gens aillent vers le Pfizer plutôt que vers l'AstraZeneca. Au début, d'entendre Pablo faire du libéralisme exactement. sur ce plateau. C'est tout, non mais c'est tout à fait ça. C'était limpide. Il y a encore 3 mois, personne n'aurait mis un vaccin. Attention. Il y a 3 mois, personne n'aurait pris l'ARN messager, tout le monde était contre parce que c'est une nouvelle technique et tout ça. Mais au moment des commandes, parce qu'au moment des commandes, on ne savait pas tout ça, donc on a commandé un peu partout. Mais surtout, alors c'est peut-être moins efficace. Peut-être que si vous êtes jeune, vous aurez peut-être un peu plus d'effets secondaires. Mais faites-vous vacciner. Faites-vous vacciner parce que le 15 mai, sinon, il n'y aura aucune ouverture, il y aura rien. Avec toi. Non, mais je suis d'accord avec toi sur le fond. Mais il n'est pas anormal que quand je vois 92%, je me disais, je préférerais celui à 92 que celui à 85. Celui qui a un peu moins d'effets secondaires que celui qui en a plus. Non, attention. Non, mais on parle d'un vaccin. Mais non, il n'y a pas de choix. Pratiquement, ils sont à tous voisins des 100% pour les formes graves qui vont en réanimation. Après, le plus bas, c'est ceux qui ont des formes et qui sont touchés. Mais n'oubliez pas une chose, en 2020, vous avez perdu 9% d'espérance de vie. On a perdu pour les hommes 7,2 mois et 6 mois pour les femmes. Ce que je veux dire par là, il faut qu'on arrête de mourir. Si vous voulez arrêter de mourir, je vous l'ai dit au début je vous ai dit 2 choses. Les 80% d'immunité, on les aura par 2 solutions. Ou vacciner ou tomber malade. Si vous voulez monter à 80% tomber malade, allez-y et
il y aura plein de gens morts. Si vous restaurant mais non, mais... non, on l'a pas entendu, c'est la réalité. Ça fait 4 fois que tu le dis. Oui, parce que je t'ai pas convaincu apparemment. Donc je te l'explique quand même. Il y a quand même un dernier élément aussi auquel il faut réfléchir, c'est que AstraZeneca, ils nous ont quand même méchamment plantés sur les commandes promises. Hein, les doses, les livraisons. Non, mais eux dans les grandes nations, ils ont été vendre un système de production qu'ils ne maîtrisaient pas. Oui, ils ne pouvaient, ils étaient, mais si, ils ont besoin de leurs sous-traitants. C'est pas le cas des autres. AstraZeneca, c'était un laboratoire. S'ils n'avaient pas les sous-traitants pour produire, ils savaient pas délivrer les doses promises. Et ça, ils se sont bien gardés de le dire et de nous mettre en garde. Donc, on a signé des contrats à tour de bras. On a réalisé 2 mois plus tard que les chiffres ne maîtrisaient pas leurs sous-traitants. Même le prochain Johnson & Johnson annonce déjà des retards de livraison. C'est propre à tous les vaccins. Seulement, ce que les Français entendent, c'est juste les effets secondaires. Et malheureusement, ils sont revenus un petit peu plus sur l'AstraZeneca, même si, comme nous dit le docteur Taureau, le rapport bénéfice-risque est en faveur du vaccin. Et ne doutons pas, on va voir ce que vous en avez pensé. Pablo, est-ce qu'il ne faut pas douter? On valide? Oui, je valide. Malgré tout ce que j'ai dit, je valide parce que je sais, il faut quand même se faire vacciner par l'AstraZeneca. Et moi, je le dis à mes parents, je le dis à mes grands-parents, je le dis à tous mes proches, il faut se faire vacciner par l'AstraZeneca, même s'il y a des doutes. Non, mais je comprends les doutes. Franchement, la communication est trop mauvaise à tant de points de vue que je ne peux pas l'oublier, en fait, cette communication. Ok, mais on y va quand même. Oui. Rosa Méziane. Convaincu, on ne choisit pas son vaccin comme on choisit le dernier iPhone. Donc oui, on se vaccine avec l'AstraZeneca. Julie Graziani. Non, moi, pas convaincue. Je pense qu'il y a toutes les raisons du monde de douter, ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas se faire vacciner. Non. Entre rien et AstraZeneca, évidemment, on prend AstraZeneca. Entre AstraZeneca entre AstraZeneca et mieux, et aujourd'hui, il y a tout un panel de vaccins sur le marché, il faut les produire en quantité plus importante. Je préfère mieux, conformément à la logique libérale économique que Pablo a brillamment développée il y a 5 minutes. Et justement, nous allons terminer. Alors, c'est une victoire 2-1 pour le docteur Taureau ce soir. On va terminer avec Pablo Pio-Vivien. Revenir sur les propos de la maire écologiste de Poitiers. Son conseil municipal a réduit la subvention de l'aéroclub. Mais en fait, ce qui a fait réagir, c'est la suite du propos. C'est pas la réduction de la subvention, c'est ce qu'elle a dit, que les enfants ne doivent plus rêver aérien, de devenir pilote. L'aérien, secteur vecteur de pollution à cause de l'énergie fossile. C'était en débat d'ailleurs tout à l'heure à 19h40 dans le 120% News, avec notamment David Béliard, l'adjoint Europe Écologie Les Verts à la mairie de Paris. Ce qu'on fait, c'est qu'on transforme, effectivement, on est en train de transformer les choses. Et aujourd'hui, eh bien, moi je vais vous dire, un gamin ou une gamine qui naît aujourd'hui, on ne sait pas, il ne sait pas, elle ne sait pas si elle va pouvoir continuer à vivre, par exemple, comme dans une ville comme Paris, dans 10 ou 20 ans. C'est ça aussi l'imaginaire qu'on est en train de préparer à nos enfants si nous ne faisons rien. Ce que veut dire la maire de Poitiers, et ce que nous signifions d'une certaine manière, c'est qu'il n'y a pas que l'avion aujourd'hui. L'avion est extrêmement impactant sur la question climatique et extrêmement émetteur de CO2, et qu'en fait aujourd'hui, eh bien, allons chercher d'autres imaginaires, allons regarder ce qu'il peut se faire autrement, alors que effectivement il y a quelques années, la question de l'avion était primordiale. C'est un débat avec Laurent Jacobelli qui représente aussi le Rassemblement national. Alors, il ne faut plus rêver aérien, de devenir pilote de chasse, il faut rêver écolo. L'avion ne doit plus faire rêver. Pablo Pio-Vivien. Top chrono. Non, désolé, l'avion ne peut plus faire rêver parce que les avions sont intrinsèquement, c'est ce que disait David Béliard, sont intrinsèquement liés au réchauffement climatique. Je vais pas vous faire un dessin sur les raisons pour lesquelles un avion pollue et produit en fait des gaz à effet de serre, notamment lorsqu'on compare aux autres moyens de transport. Juste quelques chiffres. Le secteur aérien, c'est 7,3% de l'empreinte carbone totale de la France, mais surtout, c'est un secteur qui est en croissance de 6,8% par an, c'est-à-dire qu'en fait en 10 ans on multiplie par 2 son empreinte carbone. Mais le problème effectivement c'est que voler, ça fait rêver. Donc s'attaquer à l'aérien comme le fait David Béliard ou comme l'a fait la maire de Poitiers, ça serait en fait s'attaquer à un rêve de gosse qui irait 10 quarts au pilote de chasse en passant par Saint-Exupéry. Et soi-disant les rêves, l'imaginaire, on ne pourrait pas y toucher sauf si on est un affreux dictateur en puissance,
un dictateur vert. Sauf que, n'en déplaise à certains, les rêves, ceux des enfants comme ceux des adultes d'ailleurs, c'est aussi des constructions sociales. Et qu'à ce titre, il est tout à fait légitime que le politique s'attache ou bien à les construire ou bien à les déconstruire. Alors, c'est vrai, c'est d'ailleurs ce qu'a fait, je tiens à le noter, c'est d'ailleurs ce qu'a fait Macron lorsque, souvenez-vous, il avait dit qu'il fallait que tous les enfants aient envie de devenir milliardaires. Là aussi, il leur promettait un certain rêve. Sauf qu'à vouloir cette liberté de voler en l'espèce, on est en train de se condamner pour demain. Alors oui, les politiques n'ont bien évidemment pas la main mise sur les rêves, mais l'imaginaire, c'est aussi ce qui nous permet de faire peuple. Et donc c'est aussi ça qu'il faut qu'on co-construise. Et si on pouvait faire que ces imaginaires soient plus résilients, moins agressifs envers notre environnement, moins carbonés, je pense que ce serait mieux. Alors d'accord ou pas, on se place au débat. Docteur Taureau. Pablo, tu veux bien me laisser rêver et laisser voler, s'il te plaît, un tout petit peu, les enfants aussi. Comment la mère peut dire une chose pareille? Vous savez, dans ma ville, il y a un club qui s'appelle le Lions Club et le Rotary. Ils ont amené 300 enfants handicapés dans un aérodrome, ils ont fait un vol dans les avions. Ils rêvaient de ça, les mômes, de voir les nuages, d'accord? C'est ça le rêve et la réalité. On ne peut pas empêcher de faire ça. Et puis, je dirais aux 36 élus qui ont voté pour cette délibération, j'espère qu'ils ne prendront plus jamais l'avion. Et on va regarder s'ils prennent l'avion, d'accord, tous ces gens-là, d'accord. Parce que 36 élus, si, c'est une responsabilité aussi politique de ces gens-là. Maintenant, je vais te dire une chose, ça représente, 1,5% de l'émission de gaz à effet de serre, et je suis d'accord avec toi qu'il faut faire rapidement. Mais quelle est cette brutalité? Tu entends les propos de la mère? Non, les enfants doivent plus rêver à ça. Mais qui elle est pour dire le rêve c'est extraordinaire, c'est ce qui nous fait vivre. Et des fois, quand un rêve devient réalité, c'est une belle chose et qu'on va tout chercher. Je suis désolé. Mais elle est dans son rôle, la mère, en fait. Elle est dans son rôle. Non, elle est dans du showbiz. Elle continue à faire ce que font les autres écolos, en toujours poussé très très haut. On prend plus l'avion. Maintenant, même les enfants, ils ont plus le droit de rêver à aller dans les airs. Mais les enfants, ils rêvent de ça. Et ceux qu'on a amenés, les 300 avec le Rotary et le Lions Club, ils étaient heureux. T'aurais vu ses yeux, ça brillait dans tous les sens. Je suis désolé, ça n'a pas de prix. Et moi, je le dis encore une fois, on peut faire de l'écologie. Mais l'écologie responsable, c'est de faire des choses responsables et faisables progressivement. Ludovic, moi, quand j'avais 5 ans, je rêvais que d'une seule chose, j'arrêtais pas de le répéter à mes parents, c'était d'aller vivre dans un McDonald's et de manger un McDo matin, midi et soir. J'ai rapidement compris, en fait, que ce rêve, on me l'avait fait rentrer parce que je regardais sûrement trop la télé à l'époque et que c'était pas un futur qui était désirable. On peut comprendre la réticence des parents. Exactement. Quand même, hein. Mais j'ai pas C'est-à-dire qu'entre dire, je vais bouffer McDo matin, midi et soir et je vais devenir pilote de ligne. Mais ce que je veux dire, c'est que un rêve, c'est pas anodin. Un rêve, les rêves, on les fait parce que on est dans une certaine société qui produit certains imaginaires. Mais c'est faux. Il y a 100 ans. Un espace de liberté incroyable, rêve. Mais on ne rêvait pas la même chose il y a 100 ans ou il y a 200 ans. Mais c'est pas grave si un enfant rêve d'aller dans un avion, de voir les nuages, de voir en haut, laisse-le rêver et y aller. Avec un maire comme ça aussi, comment dire, castratrice, je le dis très clairement, sur certains sujets qui bien sûr me touchent, moi, sur l'environnement. Bien sûr que ça me touche, mais allons-y progressivement, pas aussi durement. Rosa Méziane. Je crois que Pablo est un petit peu amnésique parce que c'est lui qui disait à la dernière émission, le politique, faut qu'il laisse le privé au privé, il vient pas venir jusque sous ma couette. C'est exactement la même chose, qu'il ne vienne pas chercher sous la tête dans la tête des enfants. Donc ça c'est la première chose. Donc non, Madame la maire n'est pas dans son rôle. Oui, j'ai un petit peu de mémoire. Madame, faites attention à ce que vous dites maintenant. Non, Madame la maire n'est pas dans son rôle. Autant je peux comprendre son arbitrage, mais c'est son argumentation qui est foireuse. Je suis désolée. Et puis qui dit que cet enfant-là ne va pas rêver pour essayer de construire des avions qui soient plus propres. Enfin, l'idée, on fait pas de l'écologie en luttant aujourd'hui contre les rêves des enfants pour voler, pour devenir pilote de ligne ou même mais pour. Vous faites une erreur. C'est pas le rêve de l'enfant. L'ennemi, en fait, c'est la société qui fait que ensuite l'enfant produit ce type de rêve. On conditionne son rêve. Il s'agit pas de conditionner ce rêve. On n'est pas en train de conditionner l'enfant qui rêve d'avion à polluer le futur. On est juste en train de lui expliquer que si sa limite c'est le ciel, c'est possible. C'est ça qu'on est en train de dire. Et donc sa limite peut toujours être le ciel. Oui, je suis désolée, mais que on est une mère qui visiblement doit être quand même brillante puisqu'elle a été élue, soit capable de nous pondre une argumentation aussi foireuse pour défendre son arbitrage. Je suis désolée, c'est non. Et ça, c'est pas être réactionnaire, c'est pas être pro-pollution, c'est pas vouloir du pétrole partout, que de le dire. Et je crois qu'elle se serait honorée à admettre effectivement que sa sortie était de trop. Mais elle va pas jusqu'à dire, elle va pas aller dire à un enfant de 10 ans ou de 8 ans qui rêve d'aller dans les nuages, elle va pas lui dire non, ton rêve c'est de la merde. Il s'agit pas de faire ça. Il s'agit de dire non, mais il s'agit de dire attention. Non, mais il s'agit de dire attention, dans le futur, il s'agirait que les enfants n'aient plus ce rêve-là, n'aient plus le rêve de prendre l'avion, n'aient plus le rêve d'aller
polluer, genre qu'il rêve l'ensemble de la vertueux, planète. qu'il rêve propre, en fait, c'est ça. Exactement. Qu'il rêve écologique. Qui sont les écologistes Qu'il pour rêve se au permettre sauvetage de la de nous planète. dire ce à quoi les enfants doivent ou ne doivent pas rêver et ce que nous, comme parents, nous devons transmettre ou mais pas tout le monde à fait nos ça, on enfants. me demande, Justement. depuis que je suis né, on me demande de rêver de l'Europe. Non. On me dit Pablo rêve de l'Europe parce que l'Europe c'est vraiment génial. Je suis né dans cette. Et oui, j'en ai rêvé. Je suis revenu sur mon rêve arrivé à l'âge adulte. Je veux dire, une société saine, une société équilibrée, une société où on fait société ensemble, comme vous dites, c'est une société où plein de gens rêvent de plein de choses différentes. Oui, bien sûr. Et ce qui est terrifiant, c'est d'imaginer cette idéologie écologique qui va finir par se rendre haïssable et qui a cette prétention de modeler les esprits, d'embrigader la jeunesse, de formater les choses et d'agir de manière tellement sectaire. Elle est maire de sa ville. Ça veut dire qu'elle n'est pas maire que de son petit courant d'écologistes qui votent pour elle. Elle est maire de tous les habitants. Elle doit ménager une place à tous les habitants, y compris, ceux Pablo de a raison. l'aéroclub. Parce que ceux de cet aéroclub dans sa ville, cet aéroclub a certainement fait la notoriété de sa ville à un moment donné. Il lui a attiré des gens dans sa ville. Il a attiré des consommateurs. Elle a attiré du tourisme, que sais-je. Elle est aussi l'héritière de cette chose-là. Quand elle prend sa ville en main, elle prend la ville avec ses avantages et ses inconvénients de son point de vue. Et là, on a vraiment les deux critères caractéristiques de l'idéologie dans quoi l'écologie est en train de dériver et c'est très dommageable pour l'écologie. Pourquoi une dérive? Pourquoi une dérive idéologique? C'est un courant politique et c'est normal qu'il aspire simplement à faire passer ses idées. Mais je voudrais bien le savoir. C'est ça d'ailleurs. Ce sera le thème de la campagne électorale et l'écologie sera sûrement au cœur de la campagne électorale. S'ils étaient aussi sur deux finalement, s'ils étaient à l'aise avec leurs idées, peut-être qu'ils n'auraient pas besoin d'employer ces méthodes autoritaires. Mais c'est pas des méthodes autoritaires. Alors attendez, où est-ce qu'il y a une méthode autoritaire? Et que je t'enlève le sapin de Noël, et que je te retire la viande dans les cantines, et que c'est fini les subventions à l'aéroclub. Ils n'ont pas retiré la viande dans les cantines. Et bientôt, ils ont proposé des alternatives. Ils vont expurger les bibliothèques des livres qui leur plaisent pas. Mais Nicolas Sarkozy a fait la même chose. Nicolas Sarkozy, il avait dit « Moi, je rêve que tout le monde ait une Rolex à 50 ans pour quand les gens auront Mais il n'en faisait pas une politique. Mais bien sûr que si. Mais il n'en faisait pas une politique, Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy ne faisait pas de politique. Il n'a pas dit qu'on allait apprendre aux enfants à réciter des poèmes sur les Rolex à l'école primaire. Non, par contre, il a commencé à forger cet imaginaire dans la tête des enfants, comme quoi il fallait absolument qu'on réussisse, qu'on ait tous de l'argent, qu'on ait tous un pavillon, qu'on ait tous une SUV ou je ne sais quoi. Et Emmanuel Macron, c'est la même chose avec les startups. Emmanuel Macron, il nous dit, vous êtes jeunes, rêvez de faire une startup. Là, il a raison. Il y a un imaginaire. Là-dessus, il y a un imaginaire écologique qui a toute sa place, mais qu'il ne cherche pas à restreindre les autres. Merci Rose, à acquérir des parts de marché, à devenir hégémonique. Non, je crois que tu fais une comparaison qui ne vaut pas. C'est une chose de ne pas vouloir limiter les rêves des enfants et leur permettre de faire tomber leurs barrières et leurs barrières mentales notamment. Et moi, j'en fais partie avec les jeunes des quartiers populaires. Et c'est autre chose de vouloir interdire aux enfants de rêver à des choses qui peuvent les ouvrir. Elle ne veut pas interdire aux enfants de rêver, mais enfin... Non mais là, on a l'impression qu'en fait, c'est des espèces de gourous qui vont chercher dans le crâne des enfants. C'est pas ça qu'elle veut faire. Non mais attends, admets à un moment donné la nature de ses propos, la violence de ses propos. Non, moi je la trouve très intéressante, justement. Non mais je suis désolée. Et elle le dit elle-même, vous avez voulu faire dans le pathos avec les enfants, donc je vous réponds avec les enfants. Je crois que c'est une grave erreur. Elle est une femme politique. Non, elle répond avec le futur. Elle s'adresse aux générations futures lorsqu'elle s'adresse aux enfants. Non mais alors à ce moment-là, c'est peut-être, Madame la maire aurait dû dire, l'aérien ne doit plus faire rêver tel qu'il est aujourd'hui, mais l'exploration, c'est toujours le propre de l'homme. Essayons d'avoir un secteur aérien plus propre, etc. C'est une vraie question. Simplement dans l'expression. Plus propre, l'avion propre, c'est l'avion de demain. Elle n'y croit pas non plus à l'avion propre, et moi non plus. Et Greenpeace non plus n'y croit pas à l'avion propre. Oui, mais alors, Pablo, mais c'est comme dire... Elle propose de remodeler les imaginaires et aller sans arrêt, en fait, coloniser. Alors, je suis persuadée qu'elle a un portable, je suis persuadée mais qu'elle a prennent l'avion, mais les 36 ont pris l'avion. Non, mais attends, je trouve que c'est très hypocrite quand même, et très hypocrite, et j'ai eu du mal à le dire, très hypocrite et très dogmatique de venir statuer aujourd'hui sur les rêves d'enfants. Parce que je suis sûre que si on vient un petit peu gratter et fouiller dans la vie de cette dame, et on verra qu'elle a un portable, qu'elle porte des vêtements qui sont construits, qui sont fabriqués à l'autre bout du monde. Donc je crois qu'il faut arrêter un petit peu ces petites phrases qui ne valent strictement entre le camp du bien et le camp du mal, quoi, en fait, c'est ça. C'est ça. Il n'y a pas choisis ton camp, camarade. Et des gens qui font mal. Mais justement, en fait, c'est pas du tout ça qu'elle fait. Elle est justement dans une
une nuance qui est de attention aux rêves en fait que l'on propose aux enfants. Parce qu'en fait, c'est dans ce sens-là qu'il faut. Les enfants, ils ne rêvent pas de choses dans l'absolu. Ils rêvent en fait de choses qu'on leur met dans la tête par le biais des images, par le biais de leur environnement, par le biais de leur famille. Ça veut dire par exemple, Pablo. Attention. Ça veut dire, Pablo, que tu as arrêté Pablo, ça veut dire que tu as arrêté de prendre l'avion? Mais bien sûr qu'il faut non, mais est-ce que tu as arrêté de prendre l'avion? Oui, il faut arrêter de prendre l'avion, il faut énormément le limiter. C'est Jean Covici, qui est un spécialiste du climat, qui dit qu'il fallait limiter au maximum de prendre l'avion. Oui. On a tous arrêté de prendre l'avion, mais c'est... Oui, en plus, c'est fini. On peut être juste 20 secondes pour conclure. Par exemple, on peut imaginer que sur les vols intérieurs, où tu gagnes qu'une demi-heure ou une heure par un TGV, il faut prendre le TGV qui pollue 45. C'est ça qu'il faut faire. Mais partir aussi brutalement sur même des vols extérieurs, tu vas pas y aller à pied en vélo. Mais ce que je veux dire par là, sur les 36 personnes qui ont voté, on va voir si vous ne va pas prendre l'avion dans les 2 ans qui vont venir. Non, mais j'ai pas parlé de la bourgeoisie que c'était. Mais je parle pas de la bourgeoisie. Alors, attention. Pour faire de l'avion, enfin. On va voir ce que vous avez pensé du point de vue de Pablo. Tu vas prendre cher. C'est courageux parce que c'était pas simple de défendre la position de Madame la maire de Poitiers. Monsieur Ludovic Toro. Ouais, je pense que Pablo, la maire de Poitiers, peut t'appeler là après l'émission parce que citoyen d'honneur. T'as pris cher, je vais te dire, t'as pris très très cher. L'avion ne doit plus faire. Et j'admire ta défense, mais je suis absolument pas convaincu. C'est beaucoup trop dur. Et s'il vous plaît, Madame la maire, touchez pas aux rêves des enfants. Parce que c'est au nôtre que vous touchez. Julie Graziani. Non, effectivement, il y a les causes imperdables et puis il y a les autres. Hein. Donc un avion en papier pour Pablo. Et non, c'est bien triste. L'avion, c'est aussi une prouesse technique et technologique. Donc c'est en plus un rêve qui fait pas rêver que de se débarrasser des prouesses techniques. Le politique, c'est ni dans la chambre à coucher, ni dans la tête des enfants, donc ce sera un non, Pablo. Mais c'était bien tenté. Bravo, c'était courageux, Pablo Pio-Vivien. Dans un instant, voilà, fin de Qui va vous convaincre. On se retrouve demain, 19h, 120% News, 20h, Qui va vous convaincre. Dans un instant, Ligne rouge avec Aurélie Casse et 22h30, Stéphane Tapi en direct sur BFM TV avec Maxime Switek. Bonne soirée.